Il se moquait du gamin noir discret jusqu'à ce qu'il révèle qu'il était un combattant clandestin. Léo Diallo se frayait un chemin dans les couloirs bondés du lycée Victor Hugo, son sac à dos usé jeté sur une épaule et ses yeux fixés sur le lino éraflé du sol. À 17 ans, il mesurait 1,73 m sans rien de remarquable, sa silhouette mince dissimulée sous un sweat à capuche trop grand qui avait connu des jours meilleurs. Sa peau foncée semblait absorber la lumière crue des néons, et son attitude discrète le rendait pratiquement invisible pour la plupart des élèves. Un camouflage parfait pour quelqu'un qui voulait juste finir sa dernière année sans incident. Mais l'invisibilité était un luxe que Léo ne pouvait pas se permettre au lycée Victor Hugo, où être différent signifiait être une cible. L'établissement se trouvait en bordure d'une banlieue majoritairement blanche, sa façade en briques rouges et ses pelouses impeccables masquant les tensions latentes qui couvaient en dessous. Léo était l'un des rares élèves noirs dans une mer de visages pâles, et son transfert de la cité 3 mois auparavant l'avait marqué comme un étranger dès le premier jour. La première sonnerie n'avait même pas retenti quand Léo sentit la présence familière derrière lui. « Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer aujourd'hui », traîna une voix qui fit serrer la mâchoire de Léo. Antoine Dubois, 1,88 m de muscles arrogants et de malveillance, flanqué de sa bande habituelle. Thomas Lefebvre, trapu et au regard méchant, faisait craquer ses jointures tandis qu'Hugo Bernard, maigre et prompt au rire cruel, contournait pour bloquer le chemin de Léo. « Où tu vas comme ça, mec de la cité ?» demanda Antoine, ses yeux bleus brillant d'un amusement prédateur. « Laisse-moi deviner, tu cherches où ils distribuent les aides sociales ?» Le couloir éclata de rires nerveux de la part des badauds qui ne voulaient pas devenir des cibles. À leur tour, Léo garda sa respiration stable, ses mains détendues le long du corps. « Contrôle, se rappela-t-il. Oncle Michel ne t'a pas entraîné pour que tu perdes le contrôle à cause de mots. J'essaie juste d'aller en cours, dit-il doucement, tentant d'esquiver le groupe. Thomas le repoussa, en voyant Léo trébucher contre une rangée de casiers. « Antoine te parle, gamin, où est ton respect ?» Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. Léo sentit le feu familier monter dans sa poitrine, la mémoire musculaire d'innombrables heures passées dans la salle clandestine de son oncle, le suppliant de se déchaîner. Mais il ne pouvait pas, pas ici, pas quand sa mère avait tout sacrifié pour le faire entrer dans cette école, loin de la violence qui avait emporté son frère aîné. « J'ai dit que j'essaie juste d'aller en cours », répéta Léo, sa voix égale malgré la rage qui couvait en dessous. Hugo rit aigu et moqueur. « Écoutez-le essayer de parler correctement. On peut sortir la racaille de la cité, mais on ne peut pas sortir la cité de la racaille. » La foule d'élèves s'était agrandie, les téléphones enregistrant discrètement, attendant l'inévitable. Madame Martin, la prof d'anglais, passa avec son café, regardant délibérément de l'autre côté. Elle avait appris il y a longtemps qu'intervenir dans les activités d'Antoine Dubois signifiait avoir affaire à son père, le président du conseil d'administration du lycée. Antoine s'approcha assez près pour que Léo puisse sentir son eau de Cologne chère mélangée à l'odeur d'arrogance. « Tu sais quel est ton problème, Diallo? Tu ne connais pas ta place, ce n'est pas ta cité ici. C'est notre lycée, nos règles. » Les doigts de Léo tressaillirent, se rappelant la sensation des mains bandées, l'impact satisfaisant d'un coup parfait. 3 ans d'entraînement avec oncle Michel, un ancien poids lourd qui était passé à la clandestinité après un séjour en prison, lui avait appris plus que la simple façon de se battre. Cela lui avait appris la discipline, le contrôle et surtout quand ne pas se battre. « C'est un vrai guerrier », disait toujours Michel, « c'est quand s'en aller. » Alors Léo s'en alla ou essaya. Le pied d'Antoine jaillit, en voyant Léo s'étaler sur le sol du couloir. Son sac à dos s'ouvrit, livres et papiers s'éparpillant. Le rire était assourdissant maintenant, cruel et aigu. Tandis que Léo ramassait ses affaires, un pied se posa sur son manuel d'histoire, l'écrasant au sol. Les Air Jordan impeccables d'Antoine, bien sûr. « Oups !» dit Antoine avec une fausse préoccupation. « On dirait que tu as laissé tomber quelque chose. Peut-être que tu devrais rester là. C'est là que tu as ta place de toute façon. » Les jours se brouillèrent après cela, chacun apportant de nouvelles humiliations. Il renversait son plateau repas à la cantine, le laissant nettoyer pendant qu'il faisait des blagues sur le fait qu'il devait être habitué à manger par terre. Il le jetait contre les casiers entre les cours, toujours en faisant attention à le faire quand aucun prof ne regardait, bien que Léo soupçonna que la plupart des profs n'auraient rien fait de toute façon. En cours de sport, c'était pire. Le professeur Bertrand, un ancien militaire qui croyait que « les garçons sont des garçons », fermait les yeux tandis qu'Antoine et sa bande rendaient la vie de Léo infernale. Pendant l'entraînement de basket, il lui donnait des coups de coude, le faisait trébucher et le jetait au sol accidentellement. Léo encaissait tout,
son corps absorbant la punition sans riposter, même si ses muscles hurlaient de répondre. « Qu'est-ce qui ne va pas, Diallo ?» Raila Thomas après une faute particulièrement dure qui laissa Léo au sol goûtant le sang d'une lèvre fendue. « Ils ne t'apprennent pas à jouer au basket dans les cités? Oh, attends, j'ai oublié. Vous êtes censé être bon à ça. » Léo essuya le sang et se releva. Toujours se relever. C'est ce que oncle Michel lui avait appris. Ils peuvent te mettre à terre 100 fois, neveu. Mais si tu te relèves 101 fois, tu gagnes. Mais la retenue le tuait à l'intérieur. Chaque soir, il allait à la salle de Michel. Un entrepôt aménagé dans le quartier Est où des hommes aux jointures cicatrisées et aux yeux durs venaient s'entraîner loin des regards. Là, Léo déchaînait tout ce qu'il retenait pendant la journée, ses poings volant avec une précision et une puissance qui auraient choqué ses bourreaux. Tu deviens négligent. Cela observa Michel un soir, regardant Léo démolir un sac de frappe lourd avec une série de combinaisons brutales. La colère te rend faible. Je ne suis pas en colère, mentit Léo, lançant un crochet vicieux qui fit osciller le sac sauvagement. Le visage cicatrisé de Michel se fendit d'un sourire entendu. Gamin, je suis passé par là. Je sais ce que c'est que de devoir ravaler sa fierté, de laisser des hommes inférieurs te faire sentir petit. Mais tu sais pourquoi tu es vraiment ici? Pourquoi ta mère t'a envoyé dans cette école? Léo marqua une pause, respirant fort, la sueur dégoulinant sur son visage. Pour avoir une bonne éducation, pour avoir des opportunités. Ça en fait partie, acquiesça Michel. Mais la vraie raison est d'apprendre le contrôle. N'importe quel idiot peut donner un coup de poing. Il faut un vrai homme pour savoir quand ne pas le faire. Ces garçons de ton lycée, ils te testent. Mais tu ne les combats pas, neveu. Tu te combats toi-même. Les mots restèrent avec Léo au fil des semaines. Il se jeta dans son entraînement avec une concentration renouvelée, arrivant à la salle avant l'aube, restant jusqu'à ce que Michel le mette dehors le soir. Son corps, déjà mince et fort, devint une arme. Mais plus important encore, son esprit s'aiguisa. Il étudia ses bourreaux de la même manière qu'il étudiait ses adversaires sur le ring, apprenant leurs schémas, leurs faiblesses. Zara Chen, une élève discrète de première qui travaillait à la bibliothèque, fut l'une des rares à remarquer le changement. « Tu es différent », dit-elle un après-midi alors que Léo rendait des livres. « La façon dont tu bouges, dont tu te tiens, c'est comme si tu… » Elle chercha les mots, comme si tu attendais quelque chose. Léo lui offrit un petit sourire, le premier, vrai qu'il avait montré au lycée depuis des semaines. Peut-être bien. Le point de rupture arriva un froid jeudi de novembre. Léo avait réussi à éviter la bande d'Antoine pendant la majeure partie de la journée, mangeant à la bibliothèque, prenant des chemins alternatifs entre les cours. Mais ils le trouvèrent après les cours, le coinçant sur le parking alors qu'il attendait le bus. « Tu vas quelque part, Diallo ?» demanda Antoine, son souffle s'embuant dans l'air froid. Le parking était presque vide, la plupart des élèves s'étant enfuis vers leurs voitures chaudes et leurs maisons confortables. On te cherchait toute la journée. Thomas ici pense que tu nous évites. Ça blesse nos sentiments. Léo posa son sac à dos soigneusement, ses mouvements délibérés. Quelque chose dans sa posture fit hésiter Hugo. Antoine, peut-être qu'on devrait… Tais-toi, claqua Antoine. J'en ai marre de ce morceau de racaille de la cité qui pense pouvoir nous ignorer. Il se tourna vers Léo, son visage tordu de dégoût. Tu sais quoi? Je pense qu'il est temps qu'on te donne une vraie leçon de respect. C'est là que Léo le vit. Thomas sortait quelque chose de sa poche. Pas une arme, mais une bombe de peinture. Son cœur se serra quand il réalisa ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils n'allaient pas juste le frapper. Cette fois, ils allaient se le marquer, l'humilier d'une manière qui le suivrait pour toujours. « Maintenez-le », ordonna Antoine, secouant la bombe. « Donnons-lui quelque chose pour se souvenir de nous. Peut-être un beau « nain » sur son front, pour que tout le monde sache ce qu'il est. » Le mot qu'il voulait dire resta non dit dans l'air, laid et empoisonné. Léo sentit quelque chose se briser en lui, net et définitif, comme une chaîne qui se rompt. Le contrôle qu'il avait maintenu pendant des mois se dissipa en un instant. « Non » dit-il. « Doucement. » Antoine marqua une pause, surpris. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Léo leva les yeux et pour la première fois, Antoine vit ce que Sarah avait remarqué à la bibliothèque. Le gamin discret était parti. À sa place se tenait quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de dangereux. J'ai dit non, c'est fini. Antoine rit, mais cela sonnait forcé. C'est fini? Tu crois que c'est toi qui décides quand il ne finit jamais la phrase. Antoine lança le premier coup, un crochet sauvage qui aurait mis KO la plupart des lycéens. Mais Léo n'était pas la plupart des gamins. 3 ans d'entraînement prirent le relais. Il esquiva le coup avec un mouvement minimal, le poing d'Antoine sifflant près de son oreille. Dans le même mouvement, Léo pivota et enfonça son poing dans le plexus solaire d'Antoine avec une précision chirurgicale.
Antoine se plia comme une chaise de jardin, haletant pour un air qui ne venait pas. La bombe de peinture cliqueta sur l'asphalte. Pendant un moment, Thomas et Hugo restèrent figés, incapables de comprendre ce qu'ils venèrent de voir. Leur leader, l'intouchable Antoine Dubois, était à genoux, serrant son estomac. « Attrapez-le !» rugit Thomas, chargeant avec plus de rage que de raison. Léo le rencontra à mi-chemin, esquivant sous le coup sauvage de Thomas et répondant par un uppercut parfait qui fit basculer la tête de Thomas en arrière. Tandis que Thomas trébuchait, en arrière, Léo attrapa sa chemise, pivota et le jeta par-dessus sa hanche dans une projection de judo parfaite. Thomas frappa durement le sol, l'impact chassant l'air de ses poumons. Hugo, à son crédit, essaya d'être plus intelligent. Il tenta de contourner cherchant une ouverture, mais Léo avait passé d'innombrables heures à s'entraîner avec plusieurs adversaires dans la salle de Michel. Il garda Antoine et Hugo dans sa vision périphérique, sa posture parfaitement équilibrée. « Vous ne voulez pas de ça », dit Léo, sa voix calme malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. « Partez ». Les yeux d'Hugo papillonnèrent entre ses amis tombés et Léo. Antoine était toujours à genoux, vomissant à sec. Thomas gémissait sur le sol, essayant de se souvenir comment respirer. Les instincts de survie d'Hugo se déclenchèrent finalement. Il fit un pas en arrière, puis un autre. « Ce n'est pas fini », dit-il, sa voix tremblante. « Mon père est avocat. Le père d'Antoine dirige le conseil d'administration. C'est fini pour toi ici, espèce de... »« Dis-le », interrompit Léo, s'avançant. « Vas-y, dis ce que vous pensiez tous. Dis le mot que vous alliez peindre sur moi. » La bouche d'Hugo s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson. Derrière eux, une petite foule s'était rassemblée, des élèves qui avaient entendu le tumulte. Les téléphones étaient sortis enregistrant tout, mais cette fois ils ne riaient pas. Ils étaient silencieux, choqués. « C'est bien ce que je pensais », dit Léo. Il se tourna vers Antoine, qui avait réussi à se relever péniblement, son visage rouge et tordu par l'humiliation. « Tu voulais me donner une leçon de respect? Voici ta leçon. Le respect se gagne, il ne se prend pas. Et tu n'as rien gagné d'autre que ce que tu as reçu aujourd'hui. » Les lèvres d'Antoine se retroussèrent en un grognement. « Tu crois que tu es fort maintenant? Tu nous as sauté dessus, pris par surprise. Mais ce n'est pas fini. Tu vas payer pour ça, espèce de... » Il s'élança, désespéré de retrouver un semblant de dignité. Cette fois, Léo ne se retint pas. Il attrapa le bras d'Antoine, utilisa son élan contre lui et enfonça son genou dans les côtes d'Antoine. Le garçon plus grand s'effondra, se recroquevillant en boule sur l'asphalte froid. Léo aurait pu continuer, aurait pu lui donner la raclée qu'Antoine avait prévu de lui donner. Mais la voix d'oncle Michel résonna dans sa tête. Un guerrier sait quand le combat est terminé. « C'est fini », dit Léo, assez fort pour que tout le monde entende. « Vous me laissez tranquille, je vous laisse tranquille. Mais si, vous revenez vers moi. Si vous essayez de peindre qui que ce soit, si vous ne serait-ce que me regarder de travers, je ne m'arrêterai pas la prochaine fois. » « Compris !» Antoine haleta quelque chose qui aurait pu être un accord. Thomas et Hugo l'aidèrent à se remettre sur ses pieds, les trois s'éloignant en boitant comme des animaux blessés. La foule s'écarta pour les laisser passer, les murmures se propageant déjà comme une traînée de poudre. Le lendemain, Léo s'attendait à des représailles. Suspension, expulsion, peut-être même arrestation. Le père d'Antoine exerçait une influence considérable, et le père d'Hugo était bel et bien avocat. Mais quand Léo entra au lycée, quelque chose avait changé. La vidéo du combat était devenue virale du jour au lendemain, pas seulement au lycée, mais sur les réseaux sociaux. Le contexte complet était là pour tout le monde. Antoine et sa bande coinçant Léo, la bombe de peinture, la tentative d'agression et la réponse mesurée de Léo. Des parents appelèrent le lycée, exigeant de savoir pourquoi le harcèlement avait été permis sans contrôle. Les nouvelles locales reprirent l'histoire. Soudain, Antoine Dubois n'était plus le fils modèle. Il était le harceleur raciste qui avait essayé de peindre une insulte sur un élève noir et avait reçu ce qu'il méritait. Léo se retrouva dans le bureau du proviseur, mais pas pour la raison qu'il attendait. Le docteur Martinez, une femme sévère qui avait auparavant semblé indifférente à la situation de Léo, semblait mal à l'aise. « Monsieur Diallo », commença-t-elle soigneusement, « je comprends qu'il y a eu un incident hier. Bien que nous ne cautionnions pas la violence, nous reconnaissons également que vous vous défendiez contre ce qui semble être un crime de haine. Les 3 élèves impliqués ont été suspendus en attendant une enquête complète. » Léo hocha la tête, ne disant rien. Il avait appris que parfois le silence était plus puissant que les mots. « Je veux aussi m'excuser », continua le docteur Martinez, les mots lui étant clairement difficiles. « Il est venu à mon attention que vous avez été soumis à un harcèlement continu qui a été ignoré par des membres du personnel. C'est inacceptable et nous allons prendre des mesures pour y remédier. » Les changements furent immédiats et spectaculaires. Les profs qui avaient auparavant regardé ailleurs
prirent soin de prendre de ses nouvelles. Les élèves qui avaient ri de son humiliation lui donnaient maintenant des hochements de tête respectueux dans le couloir. Le capitaine de l'équipe de basket l'approcha pendant le déjeuner, lui demandant s'il avait envisagé de faire un essai. Mais le changement le plus surprenant vint de Thomas Lefebvre. Léo le trouva attendant près de son casier une semaine. Après le combat, son visage montrant encore de légères contusions dues à l'impact avec le sol. « Je veux dire… » Thomas lutta avec les mots, clairement mal à l'aise. Ce qu'on a fait était mal. Les choses qu'on a dites, la façon dont on t'a traité, c'était n'importe quoi. Léo l'étudia soigneusement, cherchant des signes de tromperie. « Pourquoi tu me dis ça ?» Les épaules de Thomas s'affaissèrent. « Ma petite sœur a vu la vidéo, elle est adoptée de Corée. Elle m'a demandé si c'est comme ça que les gens la traiteraient au lycée. Je n'ai pas pu… Je ne savais pas quoi dire. » Il rencontra les yeux de Léo. « Je suis désolé, vraiment désolé, et je sais que désolé ne répare rien, mais je voulais que tu le saches. » Léo sentit une partie de la colère qu'il portait depuis des mois commencer à s'apaiser. « Excuse acceptée, dit-il doucement, mais tu dois faire mieux, pas seulement avec moi, avec tout le monde. » Thomas hocha la tête rapidement. « Je le ferai, je promets. » Antoine ne s'excusa jamais. Après la fin de sa suspension, il retourna au lycée diminué, son influence brisée. La bande qu'il avait autrefois suivie s'éparpilla, ne voulant rien avoir à faire avec le scandale. Il finit l'année en isolement, transférant dans une école privée l'été suivant. Quant à Léo, il se retrouva dans une position inattendue. Il n'était pas populaire exactement, mais il était respecté. Les élèves qu'il avait autrefois évités le cherchèrent maintenant, particulièrement d'autres gamins qui avaient été harcelés. Il commença un club informel d'autodéfense, enseignant des techniques de base et, plus important encore, la confiance nécessaire pour se défendre. Sarah Chen devint une amie proche, et grâce à elle, Léo trouva un cercle de personnes qui l'appréciaient pour qui il était, pas pour ce qu'il pouvait faire avec ses poings. Il s'entraînait toujours avec oncle Michel, mais maintenant c'était purement par amour du sport, pas comme un exutoire pour une rage refoulée. Le dernier jour de sa dernière année, Léo se tint dans le même couloir où Antoine l'avait confronté, pour la première fois. Tant de choses avaient changé, mais les leçons demeuraient. Il avait appris que la force